Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de résoudre un exercice sur les polynômes de Chebyshev, donc qui mélange en fait deux problèmes de concours, donc un de centrale, un de CCP en 2003. Donc l'idée c'est de faire les premières questions de chaque problème pour être capable d'enchaîner sur les deux visions du problème qui sont utilisées dans chacun des exercices. Donc voilà, voici l'énoncé que je vais attaquer. N'hésite pas à le travailler de ton côté et je vais passer à la correction directement. Bon, donc corrigeons cette première question de centrale, donc qui n'est pas donnée exactement sous cette forme, mais on va corriger cette question qui est rendue un peu plus difficile que ce qu'elle n'est. Donc je vais utiliser ma formule de l'air, donc exponentielle iθ c'est cos θ plus i sin θ, donc si je mets cette relation à la puissance n, j'ai exponentielle in θ égale cos θ plus i sin θ le tout à la puissance n, mais par la formule de l'air, j'ai l'exponentielle in θ qui est égale à cos n θ plus i sin n θ. Or moi je ne veux que la partie réelle, donc je vais identifier la partie réelle de cette somme-là que je vais développer par binôme de Newton avec cos n θ. Donc pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire le binôme de Newton? C'est parce que cos θ et i sin θ commutent, attention, il faut toujours le préciser. Donc c'est ce que je dis, cos n θ c'est la partie réelle de cette somme-là qu'on va développer par binôme de Newton. Donc voilà, je fais mon binôme de Newton bien sagement, j'obtiens ça, et donc à l'intérieur je n'ai que des termes réels, sauf le i puissance k qui va varier entre imaginaire pur et complexe et réel, pardon. Donc je vais garder que les termes réels parce que moi je veux la partie réelle de cette somme là. Les termes réels correspondent à quand i puissance k est réel, c'est-à-dire quand k égale 2p. Donc quand k est pair, et en particulier si k égale 2p, j'ai i puissance 2p qui vaut i au carré le tout à la puissance p, et i au carré valant moins 1, ça vaut moins 1 à la puissance p. Et maintenant je vais faire mon changement de variable, donc k varie entre 0 et n, donc p qui est égal à n sur 2 varie entre 0 et la partie entière de n sur 2. Donc cos n θ, je change ma somme en faisant le changement de variable, k égale 2p, donc j'ai cette égalité là. Et ensuite je reconnais que moins 1 à la puissance p sin 2p θ, ça vaut moins sin au carré de θ à la puissance p. Je vais simplifier le sin carré en cos, enfin 1 moins cos carré ou au signe près, pour obtenir en fait des puissances de cos θ. Donc j'utilise sin carré égale 1 moins cos carré, et du coup je remplace. J'ai cos n θ égale n sur 2, enfin voilà, je remplace. Là j'ai un p ici. Et ensuite je renomme ma somme pour avoir celle de l'énoncé. Et j'ai du coup, ce polynôme là qui est défini effectivement de sorte que Tn de cos θ vérifie la relation voulue. Donc maintenant je suppose qu'il existe une autre famille de polynômes qui vérifie cette relation-là. Je remarque que Tn moins Qn de cos θ, ça vaut cos n θ moins cos n θ, c'est-à-dire 0. Donc en fait Tn moins Qn admet pour racine les cos θ. Or θ parcourt l'ensemble des réels, donc cos θ aussi. Enfin pas exactement, mais il y a une infinité de racines. Donc Tn moins Qn admet une infinité de racines, c'est le polynôme nul, donc c'est que Tn égale Qn, donc il existe une seule famille de polynômes qui vérifie la relation voulue, et cette famille de polynômes là vérifie cette équation là. Ok, donc allons-y pour cette question 2 qui demande de calculer T0, T1, T2, T3. Donc c'est pas très difficile, je prends θ dans R, T0 de cos θ c'est cos 0, ça vaut donc 1, donc T0 de x c'est le polynôme égal à 1. T1 de cos θ ça vaut cos θ, donc T1 de x ça vaut x. Maintenant T2 de cos θ vaut cos de 2θ, et cos de 2θ je dois l'exprimer en fonction de puissance de cos θ. Donc cos de 2θ, ça vaut 2 cos carré θ moins 1, donc ça c'est une identité trigonométrique qui nous le donne. Donc T2 de cos θ, ça vaut 2 cos carré θ moins 1, donc T2 de x, ça vaut 2x carré moins 1.
Et maintenant, T3 de x c'est cos de 3θ, et j'utilise la relation cos de a plus b plus cos de a moins b égale 2 cos a cos b, pour obtenir, en prenant a égale 2θ et b égale θ, que cos de 3θ ça vaut 2 cos de 2θ cos θ moins cos θ, je factorise par cos θ, et j'ai du coup cos θ facteur de 2 cos 2θ moins 1, et là je réutilise cos θ égale 2 cos carré θ moins 1. Donc ça me fait 4 cos carré θ moins 3 fois cos θ, je développe mon cos θ à l'intérieur, ça fait 4 cos cube de 3θ, moins 3 cos θ, donc c'est passionnant, mais on arrive au résultat, t3 de x égale 4x cube moins 3x, et donc on a résolu cette question. Et donc on est parti pour cette question 3, donc je prends n dans grand N, θ dans R, Tn plus 2 de cos θ, c'est cos de n plus 2 θ. Donc maintenant, je vais devoir utiliser exactement le même raisonnement qu'avant. Je vais utiliser cos de a plus b plus cos de a moins b égale 2 cos a cos b, avec a égale n plus 1 θ et b égale θ pour avoir mon cos de n plus 2 θ dans un des facteurs. Donc du coup, j'ai cos du coup de a plus b égale 2 cos a cos b moins cos de a moins b. Donc là j'ai bien n plus 2 θ, là j'ai cos a, donc cos de n plus 1 θ, fois cos b, donc cos θ, moins cos de a moins b, donc ça fait bien n θ. Donc j'ai cette relation là, et donc je viens de montrer que tn plus 2 de cos θ égale 2 cos θ tn plus 1 de cos θ moins tn de cos θ, c'est-à-dire par unicité des polynômes que tn plus 2 de x égale 2x tn plus 1 de x moins tn de x, et donc voilà, la question est pliée. La question suivante, donc on va déduire la question 3, le degré des polynômes et le coefficient dominant des polynômes de Chebyshev. Donc on montre par récurrence double la propriété que dès que de tn égale n, et le coefficient dominant de tn égale 2 puissance n moins 1 si n est supérieur ou égal à 1, sinon ça vaut 1, si le coefficient dominant de t0 c'est 1. Donc l'initialisation, elle nous montre les résultats, on l'a fait à la question 2. L'hérédité, je fixe n strictement supérieur à 0 tel que la propriété est vraie au rang n et n plus 1, et je montre qu'elle est vraie au rang n plus 2. Parce qu'on a la relation de récurrence en 3, on va l'exploiter. J'ai le degré de tn plus 2 égale le degré de tn plus 1 par construction. Donc j'ai, par hypothèse de récurrence, degré tn plus 2 égale n plus 2. Donc voilà. De plus, par toujours la même relation de récurrence, on a une relation sur les coefficients dominants. Donc j'ai le coefficient dominant de tn plus 2 égale 2 coefficients dominants de tn plus 1. Avec l'hypothèse de récurrence, j'ai le coefficient dominant de tn plus 2 égale 2 puissance n plus 1. Et donc voilà, c'est plié. Et donc on a bien montré le résultat voulu. Maintenant on va obtenir le même résultat, mais avec la relation démontrée en question 1. Donc on a Tn de x qui est cette somme là. Donc on va chercher quel est le plus haut degré qui est atteint dans la somme. Et c'est 2k plus n moins 2k qui est égal à n. Donc c'est indépendant de k en fin de compte. Donc le coefficient dominant de Tn c'est n, puisque on va sommer des coefficients de degré n. Donc voilà, et le coefficient dominant, on va chercher quel est le coefficient qui correspond au degré n. C'est vu qu'on a dit on sommait que des coefficients de degré n, ça va être cette somme là, des 2 cas parmi n, qui apparaissent quand on va faire un binôme de Newton sur les x puissance 2 moins 1, le tout à la puissance k. Donc voilà, on obtient ça, et on va garder que les termes pairs, parce que là on a cette somme là, on la transforme, ça fait k parmi n, 1 plus moins 1 puissance k, fois 1 demi, et au final on calcule chacun des termes. Donc là j'ai la somme des k parmi n, ça fait 2 puissance n, et là j'ai la somme des k parmi n moins 1 puissance k, donc ça vaut 1 moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire 0 puissance n. Donc j'obtiens que le coefficient dominant de Tn c'est 2 puissance n moins 1 plus 0 puissance n sur 2. Et du coup si n égale 0, avec la convention 0 puissance 0 égale 1, j'obtiens que le coefficient de T0
plutôt que Tn, bon voilà. J'obtiens dom t0 égale 1, et si n est strictement supérieur à 0, bah, j'ai bien 0 puissance n qui vaut 0, et donc j'obtiens 2 puissance n moins 1, et on retrouve le même résultat. Et donc on est parti pour la question 5, où je prends n dans grand N étoile, puisque en effet t0 c'est un polynôme constant, donc ces racines, ça va pas être d'un grand intérêt de les chercher. Et on va chercher les racines du coup du polynôme Tn avec n plus grand que 0. Donc je prends θ dans R, bah, j'ai la relation Tn de cos θ égale 0, ça implique que cos nθ égale 0, c'est-à-dire qu'il existe k dans z tel que nθ égale pi sur 2 plus kpi. Comme n est strictement supérieur à 0, bah, par hypothèse, j'ai du coup θ égale 2k plus 1 pi sur 2n, donc je peux diviser par n puisque n est strictement différent de 0. Donc voilà, j'ai ces racines-là. Donc si je pose θk égale 2k plus 1 pi sur 2n pour k variant entre 0 et n-1, et ben j'ai que les θk sont distincts dans 0 pi, et puisque l'application cosinus est injective sur 0 pi vers moins 1, 1, bah, les cos θk le sont aussi, ils sont dans moins 1, 1, et par construction, bah, c'est des racines de Tn, pardon. Or, on a trouvé exactement n racines de Tn qui a un polynôme de degré n par la question 4. Donc on a en fait trouvé toutes ces racines et Tn est scindé simple sur R, et ces racines sont données par les cos θk. Conclusion, bah, on peut écrire Tn sous cette forme factorisée suivante. Et donc on est parti pour faire cette question 6 qui consiste à démontrer que quelque chose est un produit scalaire. Donc on va démontrer que l'application produit scalaire est définie, donc c'est-à-dire que l'intégrande est intégrable, et que c'est bien un produit scalaire sur E. Donc je vais prendre f et g des fonctions de E. Donc est-ce que la définition est correcte? Oui, le produit de fonctions fg continue sur moins 1, 1, donc par produit de fonctions qui sont elles-mêmes continues. Maintenant, comme fg continue sur un segment, par théorème des valeurs extrêmes, il existe un majorant grand M de ft, enfin de la norme de ft gt, de sorte que pour tout t dans R, la valeur absolue de ft gt sur racine de 1 moins t carré est inférieure ou égale à m sur racine de 1 moins t sur 1 plus t. Et on va montrer que le membre de droite est intégrable, donc le membre de gauche l'est aussi. Donc on a potentiellement un problème en t égale 1, t égale moins 1. Donc on va justifier que tout va bien par comparaison aux séries, aux intégrales plutôt, de Riemann. Donc au voisinage de t égale à 1, et ben j'ai l'équivalent suivant, j'ai que c'est équivalent à m sur racine de 2 sur 1 moins t puissance 1 demi. Et comme 1 demi est plus petit que 1, et qu'on est au voisinage de t égale 1, ben j'ai l'intégrabilité de cette fonction-là. Donc au voisinage de 1 et de même en moins 1, bah, je vais avoir exactement la même chose. J'ai exactement le même argument. Et donc la fonction qui est à t va associer f de t sur g de t racine de 1 moins t au carré est bien intégrable sur moins 1, 1. Et donc le produit scalaire est bien défini. Et maintenant on va vérifier que c'est bien un produit scalaire, c'est-à-dire la linéarité à gauche, à droite, la symétrie et le fait que c'est défini positif. Donc la symétrie, c'est clair. La linéarité à gauche, on l'obtient immédiatement parce que on a la linéarité de l'intégrale. Et donc le produit scalaire est linéaire à droite. Et en fait, c'est véritablement la positivité, la définie positivité de l'intégrale qui va poser problème. Donc si j'ai le produit scalaire d'une fonction f de E avec elle-même, j'ai une intégrale de quelque chose qui est positif. J'ai l'intégrale, oui, d'une intégrante qui est positive, donc cette intégrale est elle-même positive. Et maintenant, si je suppose que le produit scalaire de f avec f est nul, comme l'intégrande est positive et continue, c'est qu'en fait l'intégrande est nulle pour tout t qui est balayé dans l'intervalle d'intégration. Donc on a déduit pour tout t, pas dans AB mais dans moins 1, 1, que f de t égale 0. Donc f c'est la fonction nulle. Donc si le produit scalaire de f avec f est nul, c'est que f est la fonction nulle. Donc on a bien la définie positivité. Et on a bien le fait que le produit scalaire est bien un produit scalaire sur E au carré. Allez, donc on est parti pour cette dernière question. Donc on va vérifier que, on va vérifier. Je ne vais pas spoiler, mais on va calculer le produit scalaire de deux polynômes de Chebyshev avec le produit scalaire qui a été invoqué à la question 6. Donc on prend n et m dans n carré. Et on calcule le produit scalaire de Tn avec Tm. Donc il n'y a pas de problème, les fonctions polynomiales étant continues, on peut calculer leur produit scalaire.
Donc par définition, le produit scalaire de Tm avec Tm, ça vaut ça. Et évidemment, on va faire un changement de variable pour se simplifier la vie. On va poser t égale cos θ, comme ça on va avoir une expression plus simple, puisque les polynômes eux-mêmes sont définis en fonction de θ, de cos θ. Donc ça revient à poser θ égale arcos de t. Le changement de variable est licite, puisque la fonction qui est à t va associer arcos de t et C1 de moins 1 à 1 dans 0π. Donc ça justifie le fait qu'elle est C1. En particulier, ça tombe bien, c'est que dθ c'est moins dt sur racine de 1 moins t carré. Donc on va faire sauter le racine de 1 moins t carré au passage. Comme ça on n'est plus bloqué. Donc j'obtiens que le produit scalaire de Tn avec Tm qu'on obtient, c'est l'intégrale de 0 à pi de Tn cos θ, Tm cos θ. Or Tn cos θ c'est cos nθ, Tm cos θ c'est cos mθ. Donc j'ai un produit scalaire de cos nθ, cos mθ dans l'intégrale, et là on est très bien parce qu'on va linéariser l'intégrande une nouvelle fois avec cos de a plus b plus cos de a moins b égale de cos a cos b. Voilà, donc on obtient cos de nθ cos mθ égale ce quotient là. Et voilà, on a linéarisé l'intégrande. Et j'obtiens tntm égale 1/2 de cos n plus mθ plus cos de n moins mθ dθ. Et maintenant, on va regarder les différents cas qui peuvent se produire. Si n égale m égale 0, j'ai tntm qui vaut du coup les cosinus à l'intérieur, ça vaut 2 dθ pardon, à l'intérieur, donc on a pi. Donc voilà, soit. Maintenant, si n égale m est différent de 0, donc là, attention, je vais avoir cos 2 nθ plus 1. Et ensuite j'ai juste à intégrer ces cos 2 nθ. Donc j'obtiens en fait que ça vaut pi sur 2. Et maintenant, si n est différent de m, eh bien j'obtiens ce crochet là, et le sinus entre 0 et pi valant 0, j'obtiens que le produit scalaire de Tn avec Tm vaut 0. Et donc on obtient que le produit scalaire de Tn avec Tm vaut pi si n égale m égale 0, pi sur 2 si n égale m différent de 0, et ça vaut 0 si n différent de m. Donc on obtient que la famille Tn est une famille orthogonale. Et voilà, on peut même l'orthonormaliser pour simplifier, comme ça on n'a pas les mêmes valeurs pi et pi sur 2. Et voilà. Bon, alors allons-y pour cette question 8 qui étudie donc les polynômes de Chebyshev d'ordre supérieur. Donc on va dériver par rapport à θ la relation obtenue sur les polynômes de Chebyshev. Donc on obtient cette relation là. Donc moins sin θ de Tn plus 1 prime de cos θ égale moins n plus 1 sin de n plus 1 θ. Et en divisant par n plus 1 et par sin θ qui est non nul parce que θ n'est pas de la forme kpi pour k dans z, eh bien j'obtiens que un cos θ égale sin de n plus 1 θ sur sin θ. Donc j'obtiens la relation voulue, c'est-à-dire que si θ est dans R privé de pi sur z, n dans grand N, j'ai un cos θ égale sin de n plus 1 θ sur sin θ. Donc allons-y pour cette question 9. Donc on prend n dans grand N et θ dans R privé de pi z. La relation précédente, elle montre que un plus 2 de cos θ, c'est sin de n plus 3 θ sur sin θ. Donc on va linéariser sin de n plus 3 θ pour l'obtenir en fonction de puissance, de sinus n sous la forme sinus de nθ pour obtenir une relation de récurrence. Donc on va utiliser cette équation, sin de a plus b plus sin de a moins b égale 2 sin a cos b. Et je prends a égale n plus 2 θ et b égale θ, comme ça je vais obtenir une relation bien sympathique. J'obtiens que sin de n plus 3 θ plus sinus de nθ égale 2 sin de n plus 2 θ cos θ. Et en divisant par sinus θ, eh bien j'obtiens un plus 2 de cos θ plus un cos θ égale 2 un plus 1 cos θ fois cos θ. Donc on est pas mal. Maintenant, si je fais passer les membres de l'autre côté, j'ai un plus 2 cos θ égale 2 cos θ, un plus 1 cos θ moins un cos θ. Donc voilà. Et par unicité des polynômes Tn, les polynômes un sont eux-mêmes uniques et j'obtiens cette relation de récurrence là, c'est que un plus 2 de x égale 2x un plus 1 de x moins un de x.
Bon, maintenant on va s'appuyer sur ça pour en déduire les racines de un. Donc si je prends θ dans R, j'ai un de cos θ égale 0, ça implique que sin de n plus 1 θ égale 0, donc θ égale kpi sur n plus 1. Et maintenant, je vais poser exactement de la même manière les alpha k qui vaut kpi sur n plus 1 pour k qui se balade entre 1 et n. Donc ce qui fait bien n racines potentielles. Les alpha k sont distincts par construction. L'application cosinus est injective de moins 1 dans 0pi. Donc les cos alpha k sont distincts. Par construction, ce sont des racines de un, et maintenant je vais vérifier quand même que un est bien de degré n. Mais par construction, j'ai un égale 1 sur n plus 1, tn plus 1 prime, or tn plus 1 est de degré n plus 1 par la question 5. Donc tn plus 1 prime, on baisse de 1 le degré, donc il est de degré n, et donc un est de degré n par cette relation-là. Et donc on a trouvé n racines qui sont distinctes pour un, donc il est bien scindé simple, et donc je peux l'écrire sous la forme d'un polynôme scindé simple, et voilà, on a conclu la dernière question. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui s'adresse autant au spé qu'au sup, si on enlève les questions sur l'intégrabilité du produit scalaire. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses, que ça t'aura permis de bien comprendre ton cours sur les polynômes et sur les produits scalaires. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux ces concours. Et j'espère te revoir sur la chaîne pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!